Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour l'heure des pros. À la une ce matin, Elon Musk devient le premier trillionnaire de l'histoire avec l'entrée en bourse de SpaceX. Il voit sa fortune dépasser les 1000 milliards de dollars. Petit joueur Elon Musk. Nous aussi on connaît cette barre des 1000 milliards. 1000 milliards de dettes supplémentaires en 10 ans sous Emmanuel Macron. Et toc, l'international réactionnaire peut trembler. Le Mozart de la finance est français. En tombant sur cette information, projetons-nous vers l'année prochaine et la présidentielle. Dans quel état Emmanuel Macron va-t-il rendre le pays ? Le grand effondrement est aussi et surtout économique. Comment le prochain chef va-t-il pouvoir mettre en application son programme lorsqu'en 2026 déjà, la charge de la dette à elle seule représente un poste de dépense équivalent au budget des armées ou de l'éducation nationale. Elon Musk, cible privilégiée du système politique médiatique français, décolle avec SpaceX et la bien-pensance, j'imagine, enrage ce matin. Elon Musk dispose à lui seul d'une fortune qui égale quasiment le PIB d'un pays comme la Suisse ou la Pologne, une puissance économique qui a triplé depuis fin 2024. Ces chiffres donnent le tournis. Et quand Musk regarde les étoiles, Bercy regarde le trou de la Sécu, de cette dette qui se creuse inexorablement. Mais pas question de se remettre en question, justement. Tout va bien, Madame la Marquise. Le Titanic avance, for sure. 1000 milliards. Vous imaginez 1000 milliards Georges Fenech, c'est votre 13e mois. Marine Sabourin est avec nous pour le point sur l'information. Bonjour Marine. Bonjour Elliot, bonjour à tous. La jeune Liana a été inhumée dans la plus stricte intimité hier à Florence, dans le Gers. L'enquête se poursuit. On découvre d'ailleurs de nouvelles révélations sur l'entourage du principal suspect Jérôme Barella. Son père et son frère sont eux aussi accusés d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. À Lyon, un homme de 39 ans a été condamné hier à 15 ans de prison ferme pour avoir drogué, violé sa compagne et filmé ses actes. Outre un suivi socio-judiciaire et une injonction de soins, il s'est également vu retirer l'entièreté de l'autorité parentale sur leur fils. Cet homme était en contact direct avec Dominique Pellicot. À l'annonce du verdict, l'accusé n'a esquissé aucune réaction. Et puis le chef d'un gang vénézuélien, Tren de Aragua, a été tué par l'armée américaine. Donald Trump l'a annoncé cette nuit. L'opération a été réalisée en coordination avec le Venezuela. Voilà pour les dernières informations à 9h, Elliot. Merci, chère Marine Sabourin, pour le point sur l'information. Charlotte Dornelas est avec nous comme chaque samedi. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et ravie de vous retrouver. Vous devez être heureuse ce matin, puisque Alexandre Devecchio est de retour. Oui, ça c'est vrai. Ça faisait quelques week-ends qu'il était en croisière, en festival du livre, qu'il est d'ailleurs tout bronzé. Tout va bien, Alexandre Devecchio ? Vous vous souvenez et vous, Elliot ? Mais moi, parfaitement bien. J'allais dire que vous me manquiez, mais je suis plus tellement sûr, en fait. Vous êtes bronzé, vous êtes en pleine forme. Eh ben oui. Vous avez oublié le travail. Ça existe, vous savez. Eh ben, écoutez, même le samedi matin. Je travaillais à ma manière. Hein. Désolé si vous bossez le samedi, j'ai plus rien. Je suis ravi. Vous avez même loupé le match du PSG. Donc c'est vrai. Je sais que c'était difficile pour vous. J'ai une pensée pour vous. J'ai vécu, Alexandre Devecchio, les prolongations et la séance de tir au but en direct sur CNews. Et je ne dirai pas comment j'ai pu regarder cette séance de tir au but. C'est pas bien de regarder sur le portable en même temps qu'on présente une émission, Elliot. Mais qui vous dit que ça s'est passé comme ça ? Sachez que Serge Nekdjar regarde attentivement le début de cette émission, donc je ne dirai pas ce qu'il s'est passé. Jules Torres est avec nous, cher Jules, bonjour. Sabrina Berlin-Bouillet est avec nous, responsable du service police-justice de CNews. Georges Fenech, cher Georges, bonjour. Bonjour, Elliot. Et Pascal Pierrat est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputé du Rassemblement national et vous êtes ancienne magistrate. C'est bien ça. Et nous allons parler de la justice, bien sûr, dans cette émission, après la disparition de la petite Liana. Ses obsèques se sont déroulées hier. C'est un drame national et se posent aujourd'hui des questions essentielles, existentielles pour la société française et notamment sur les questions de justice. Et nous y reviendrons dans un instant. Mais avant cela, je voudrais commencer par cette scène surréaliste au conseil municipal d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Alors évidemment, tous les médias ont vu ce qui s'est passé. Ont vu ce qui s'est passé cette semaine, et ça s'est passé jeudi, mais aucun média n'en parle. Alors par dogmatisme, par peur, parce que c'est un sujet extrêmement sensible, c'est possible. Mais en tous les cas, ce matin, je suis certain d'une chose, c'est qu'à 9h, personne n'ouvrira sur cette séquence que vous allez voir.
Ça s'est passé en conseil municipal, donc dans le Val-de-Marne, durant lequel un élu RN, pour protester après le rejet de sa proposition d'adopter un amendement afin d'interdire le port de signes religieux en conseil, a sorti un crucifix avant de réciter un « Je vous salue Marie ». Il est accusé par le maire d'Ivry-sur-Seine de crime politique. Tout simplement. C'est quand même dans la hiérarchie... En toute simplicité. En toute simplicité, de crime politique. Après, l'histoire, effectivement, nous a montré des précédents crimes politiques et peut-être que finalement, il les hiérarchise différemment. Mais ce qui est saisissant, c'est d'ailleurs de voir qu'une majorité de Français, et c'était un sondage en 2024, sont favorables à une interdiction du port de signes religieux visibles dans l'espace public, que vous avez quasiment un Français sur deux qui considère que pour le vivre ensemble, il faut justement mettre la religion en dehors de cet espace public, et que c'est un principe de laïcité. Et il est difficile de comprendre pourquoi la religion s'intègre dans un conseil municipal, dans une assemblée nationale, alors qu'un élu est élu pour ce qu'il fait, non pas pour ce qu'il est. Et c'est ça toute... C'est une religion, hein. Non, mais... Pas la religion. Mais non, mais si, ce sont toutes les religions qu'il faut, sur lesquelles il faut penser comme ça. Mais cet arrêté-là était pour empêcher certaines élus, notamment, de porter le voile islamique. Alors, on va voir le sujet, parce que c'est ça qui est intéressant, de comprendre ce qu'il s'est passé. Cet élu du Rassemblement national est désormais accusé d'islamophobie. On sait quelles sont les conséquences parfois dramatiques de telles accusations. Et nous, on va essayer d'avoir un débat, comme à chaque fois, serein, clair, respectueux bien évidemment. Il faut savoir qu'on a essayé de contacter et le maire d'Ivry-sur-Seine et l'élu du Rassemblement national, et que s'ils souhaitent s'exprimer sur ce plateau, ils sont les bienvenus pour savoir comment on peut évidemment respecter toutes les personnes, quelles que soient leurs convictions religieuses, et puis vivre ensemble. C'est un principe républicain. Voyez le sujet, il est signé Nicolas Roger et François Tiskevitch. Vous refusez la laïcité, c'est bien ça. Hein. Bah si, vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal. Mais... Donc, on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant, et que la croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Et je vais dire un « Je vous salue Marie » d'ailleurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est cette scène qui a provoqué la colère du maire communiste d'Ivry-sur-Seine. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Ce que vous venez de faire, monsieur Nader, signe votre crime politique, et je dois vous remercier, monsieur Nader, pour la caricature que vous offrez ce soir en un seul conseil de ce qu'est l'extrême droite dans notre pays. Au nom du règlement intérieur que nous venons de voter, vous venez d'enfreindre toutes les règles. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement. Une séquence qui intervient quelques instants après le rejet d'un amendement proposé par l'élu du Rassemblement national visant à interdire le port de signes religieux ostensibles lors des conseils municipaux. Le maire a justifié son choix. L'abbé Pierre, dont la mémoire est un peu entachée par quelques déviations, était lui aussi député de l'Assemblée nationale, et il portait les signes d'appartenance à un ordre de prêtrise. Au conseil municipal d'Ivry-sur-Seine, 2 élus portent le voile, dont l'adjointe au maire. Si je suis élue aujourd'hui, c'est pour mes convictions, pour mes engagements, et je suis fière d'être ici, d'être élue avec mon voile. Voilà. C'est à la suite de cette déclaration que l'élu du Rassemblement national a décidé d'exprimer sa foi catholique. Après avoir refusé de quitter la salle comme demandé par le maire, ce dernier a suspendu la séance. Et là, j'ai besoin d'avoir votre regard sur cette séquence qui est extrêmement longue. On essaye de la résumer en moins de 2 minutes. Mais qu'est-ce que ça témoigne, cette séquence que nous voyons, Charlotte Dornelas ? Ce qui est ahurissant, c'est que c'est un parfait exemple, on va dire, de l'incompréhension désormais de ce que nous sommes, au-delà de la question de la foi des uns et des autres. C'est que le maire, il réagit à contrario de ce que l'histoire de France devrait l'amener à considérer. Je m'explique, la question du voile islamique ne relève pas de la question de la foi de cette jeune femme. Elle nous parle de ses convictions, etc. Elle n'est pas élue pour ses convictions religieuses.
premièrement. Donc ses convictions, ce qui relève de sa foi, n'a pas à s'exprimer par le port du voile islamique. Ce à quoi ils répondent que c'est d'ailleurs pas un signe religieux, je rappelle, mais un signe culturel. C'est donc bien qu'en l'occurrence, le fait de porter le voile, c'est l'affirmation d'une culture, en l'occurrence islamique. Jusque-là, je ne pense pas qu'on puisse me contredire. Et à l'inverse, l'élu répond donc à ça en disant ok, si c'est open bar et que chacun vient en expliquant d'abord ce à quoi il tient sur le terrain religieux, eh bien nous allons parler sous le signe de la croix et je vais réciter mon Je vous salue Marie. Et il n'y a aucune équivalence de trouver. On ne se dit pas ça relève d'un fond culturel, certainement pas. On lui dit c'est un crime politique que l'on ne décèle pas, on va dire, dans le voile islamique. Donc il y a un renversement et de la place du religieux et de la primauté de la culture française en France qui est assez ahurissant dans cette séquence en réalité. Georges Fenech. Moi, je voudrais en revenir au principe, celui de la laïcité de la loi 1905. On a interdit le voile dans certains lieux, comme les écoles, par exemple. On a interdit la burqa pour des raisons d'ordre public sur la voie publique. Dans le conseil municipal, il y a un flou, il y a un vide, je dirais, juridique. On a bien vu la querelle qui s'est établie entre Gilles Platrèche et Chalon-sur-Saône, qui lui interdit le voile. D'ailleurs, les juridictions administratives lui ont plutôt donné raison, si je crois. Et le maire de Meaux, M. Jean-François Copé, qui lui a dit « j'ai pas les moyens d'interdire ». Bon, je pense que, chacun voit bien qu'il y a un sujet. Si l'agent public ne peut pas porter de signe ostentatoire, a fortiori, un élu de la République en plein conseil municipal ne devrait pas pouvoir porter un signe ostentatoire. Mais le nombre aura raison de vos lois. Il faut donc combler ce vide, cesser avec ces difficultés et malheureusement peut-être encore légiférer pour interdire le voile dans les conseils municipaux. Comme dans l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je précise que le maire d'Ivry a dit qu'il y a une confusion extrêmement grave qui est portée entre laïcité et neutralité. Il rappelle qu'il demande à ses élus de ne pas porter de signes religieux quand ils exercent leur fonction lors de mariage ou en bureau de vote, par exemple, mais en conseil municipal, visiblement, il y a cette possibilité. Le maire, qui peut-être ces mots ont dépassé sa pensée, qui parle de crime politique, Alexandre Devecchio, mais on voit là effectivement une sorte de tension communautaire ou culturelle, j'ai du mal même à le définir, qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que Fenda dira, et je l'invite également sur ce plateau, moi je serais ravi de pouvoir échanger avec elle, qui dit « mais je suis fier de mes convictions ». Mais au-delà de ses convictions religieuses, j'imagine qu'elle n'a pas été élue pour ses convictions religieuses. Ou alors on bascule dans une autre société. C'est pas en fonction de la religion d'une personne que vous votez pour elle, ou que vous votez pour une liste. Mais il y a ambiguïté, je crois. Mais je suis sûr qu'elle mérite évidemment cette place en conseil municipal, et c'est une adjointe qui fait un formidable travail. Personne ne dit le contraire, mais elle ne précise pas, et je pense qu'il y a ambiguïté. C'est précisément pour ça qu'il est gênant qu'elle soit en conseil municipal avec un voile, puisque c'est une manière d'afficher ses convictions religieuses, et peut-être ça peut être interprété comme du prosélytisme. Donc c'est pour ça que c'est à ça que sert la laïcité, justement, à ce que les gens soient élus sur leurs convictions politiques et que ce qui relève du religieux reste dans l'intime. Malheureusement là, je crois que l'élu RN a voulu démontrer qu'il y avait une application de la laïcité à géométrie variable, puisqu'effectivement le maire n'est pas choqué par le voile et est choqué par le crucifix. Maintenant, il y a plusieurs questions, c'est-à-dire que moi je crois qu'il faut renforcer la laïcité. Dans ce cadre-là, c'est parfaitement légitime, parce que c'est interdit à l'école, dans un lieu politique comme le conseil municipal, ça devrait être interdit. Maintenant, le voile pose une question qui n'est pas seulement une question de laïcité, c'est là où Charlotte a raison, qui est aussi une question culturelle. Et moi, le voile, très honnêtement, je pense qu'on ne peut pas l'interdire aujourd'hui dans la rue, mais c'est un symbole qui me gêne, parce que c'est un symbole pas seulement religieux, c'est un symbole de soumission de la femme, et c'est instrumentalisé par les islamistes pour se compter et pour imposer leur vision du monde. On pourrait vous répondre, Alexandre Devecchio, que vous avez bon nombre de femmes françaises de confession musulmane qui, au nom de leur foi, ont ce besoin de porter le voile. La seule question que je me suis posée ce matin, c'est pourquoi vouloir porter un signe religieux dans un conseil municipal. Et je me tourne vers vous, Pascal Pierrat, parce que c'est l'ancienne magistrate, mais c'est aussi
l'eurodéputé du Rassemblement national qui est avec nous. Par exemple, à Bruxelles, on a le droit de porter un signe religieux au Parlement ? Alors, je ne vois pas de femmes voilées à Bruxelles, au Parlement européen. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a aucune mixité dans ce lieu dans lequel on passe son temps à donner des leçons aux autres. Il n'y a pas de mixité dans ce lieu. Voilà. Alors maintenant, sur la scène que vous venez de décrire, si c'était pas si triste, vous voyez, on pourrait en rire, parce que moi, ça me rappelle mon enfance et les films que je regardais avec Fernandel, Don Camillo et Pépone. Et à l'époque, tout cela se déroulait dans la bonne humeur et on comprenait bien les chants gardés des uns et des autres. Aujourd'hui, le maire indique qu'il s'agit quasiment d'un acte politique. Un crime politique, c'est pas quasiment, il dit c'est un crime politique. Bon, mais je pense que ces mots ont dépassé sa pensée. Vous voyez bien qu'on est complètement dans la démesure. Je pense qu'il faut en revenir aux choses simples, en fait. Le principe de laïcité, je ne parle même pas de la question culturelle, le principe de laïcité, s'il ne s'applique pas dans l'émanation même de la représentation politique, de base, qui est le conseil municipal. Mais où ce principe peut-il s'appliquer ? Voilà. Donc, c'est un épisode qui est complètement fâcheux, qui, on le voit d'ailleurs, sert complètement le maire communiste pour embrayer sur une certaine rhétorique. Voilà. Mais je ne sais pas si ça le sert, pour être très honnête, Pascal Pirrat, parce qu'on voit la virulence de ses propos, l'exagération, c'est-à-dire que quand vous parlez de crime politique, lors d'une séquence comme celle-ci, qu'est-ce qu'un crime politique à présent ? Et encore une fois, nous avons essayé de le contacter, on n'a pas eu de réponse, mais s'il souhaite venir ce soir sur le plateau pour débattre de ce qu'il s'est passé et pour nous expliquer sa définition du crime politique, entre autres, mais aussi sa définition de la laïcité, comment ça peut se passer, le vivre ensemble aujourd'hui, il est le bienvenu. Et moi, vraiment, je serais ravi de pouvoir échanger avec lui. Ce qui m'intéresse également, c'est le traitement médiatique. L'agence France Presse, qui relaie cette séquence. Voilà ce qu'ils mettent sur le Twitter. C'est pas rien, l'agence France Presse. Un élu RN d'Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, a interrompu jeudi le conseil municipal en sortant un crucifix avant de réciter la prière « Je vous le salue Marie » pour protester contre le rejet d'un amendement au règlement intérieur. Il est atteint d'une maladie mentale grave. Contexte, oui. Excusez-moi, alors je ne suis pas rédacteur en chef de l'agence France Presse. En revanche, je m'inquiète un peu. Ça n'arrivera pas. Mais pourquoi pas mais je m'inquiète un peu. Je me dis, mais l'élément central, le sujet, c'est quoi ? C'est peut-être pas ce qui est présenté par le ou la journaliste qui a publié. Non, mais surtout, et laissons-le ce tweet parce qu'il est très important. Non, mais... et la France Insoumise, j'ai vu le tweet de Thomas Porte qui parle d'islamophobie, donc qui met une nouvelle fois une cible sur le dos de cet élu. Parce que vous avez dit quelque chose de très important, Pascal Pirrat, vous avez dit on pourrait en rire si tout cela n'amenait pas... ne pourrait pas avoir des conséquences extrêmement graves. Oui, parce qu'à la fin, c'est sans doute cet élu RN qui va être menacé de mort, pour être clair. C'est sans doute lui qui devrait être placé sous protection policière, lui et sa famille. Et je pense que c'est ça qui est très très grave dans la dégénérescence de ce genre de phénomène. Mais peut-être, et là vous avez raison, c'est-à-dire que malheureusement dans notre société où il devient quasiment impossible d'échanger sur ces questions, dire peut-être, et je ne l'espère pas bien évidemment, mais que le maire lui aussi sera victime de menaces et d'attaques, que l'élu municipal le sera également, Fenda Diarra. C'est-à-dire qu'on est dans une société où tout peut imploser, où tout est en train de partir à volo. Jules Torres. Oui, non, sur le maire, moi je pense que c'est pas du tout un abus de langage. Je pense qu'il pense ce qu'il dit et qu'il est dans une stratégie politique. Enfin, faut quand même savoir que Ivry-sur-Seine, c'est un bastion communiste depuis 110 ans, que ce monsieur-là a été élu avec toutes des listes de gauche. Donc, je pense qu'il est dans une stratégie communautaire et qu'il continue cette stratégie communautaire. Il y a 33% d'immigrés à Ivry-sur-Seine. Donc, il y a une part significative de musulmans. Et donc, je pense qu'il envoie un message. Il veut, en tout cas, il pense envoyer un message à l'électorat musulman quand il fait ça. Sinon, il ne s'en prendrait pas de manière aussi vindicative. Et puis, s'il veut parler de crimes politiques, qu'il vienne sur votre plateau, on pourrait parler des crimes politiques du Parti communiste pendant des années. Mais c'est pour ça que cette formule-là, je pense véritablement qu'elle a dépassé sa pensée. Il est maire, il n'est pas revenu moi, sur j'en veux propos, plus, il n'est pas excusé, non pas au maire d'Ivry-sur-Seine qu'aux députés qui n'ont pas le courage d'aller sur cette question, est-ce qu'il faut, oui ou non, interdire le port de signes religieux dans les conseils municipaux ?
parce que en laissant cette zone grise, vous pouvez créer des tensions dans des conseils municipaux. On ne sait pas quelles seront les conséquences de telles situations. Là, moi, je suis ravi, vraiment, ça me fait plaisir de vous avoir, parce que vous voyez, on peut avoir évidemment un échange extrêmement serein, respectueux autour d'un sujet aussi sensible, mais en n'allant pas sur ce terrain-là, vous créez des sas de tension. Bah, mais c'est par lâcheté, évidemment, que les hommes politiques ne le font pas. Et par lâcheté, les médias n'en parleront pas. C'est ce qui s'était passé au moment de l'affaire du voile de Creil en 89. On a mis 10 ans avant de légiférer. On a renvoyé ça sur le dos des proviseurs en leur disant... Faites ce que vous voulez, appliquez le règlement. Et on a perdu, je crois, 10 ans dans la lutte contre l'islamisme. Donc il faut effectivement légiférer, il faut le faire tout de suite, sinon ça ne sert à rien. Chère Charlotte. Non, mais la différence entre Creil et aujourd'hui, c'est que vous avez désormais... Alors, il y a sans doute de la lâcheté, mais vous avez aussi des maires, je reprends les mots que vous avez pris, qui sont ceux de Jean-François Copé, qui n'ont, je cite, plus les moyens. Oui. C'est ça la question, c'est surtout que le politique a attendu de courir après des conséquences au lieu d'identifier la cause. Au moment de Creil, la question qui devait se poser, c'était de se dire comment est-ce qu'on gère des personnes qui vivent en France et qui revendiquent par le port du voile ou sur le terrain politique, qui sont à mon avis deux choses similaires, qui revendiquent une manière d'être au monde qui est différente de la nôtre. Sur le terrain, c'est pour ça que j'insiste sur le terrain culturel, parce que c'est trop facile d'aller accuser d'islamophobie, comme si en l'occurrence le sujet était la foi de tel ou tel dont nous ignorons absolument tout. C'est pas la liberté de culte qui est en cause. Et d'ailleurs, l'incohérence de la réaction, elle est systématique. On nous dit c'est pas une obligation religieuse. Si c'était une obligation religieuse, on aurait un petit problème, pour tout vous dire. Parce qu'on se dirait, est-ce qu'on atteint la liberté de culte, en l'occurrence, etc. Ils nous disent eux-mêmes, tous, ils sont tous d'accord là-dessus, c'est pas une obligation religieuse, ça relève de la liberté de chacune. Donc se pose la question de est-ce qu'en France, il est possible d'imposer une manière d'être au monde qui soit française et qui consiste à ne pas voiler les femmes ? C'est ça la question qui se pose fondamentalement. Et on ne veut pas l'imposer. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours un peu une réticence, à vrai dire, à se dire on va légiférer jusqu'à la tenue vestimentaire des uns et des autres. C'est ça qui se passe en nous. On se dit, on va pas, vous l'avez même dit vous-même, et malheureusement, il va falloir légiférer. Pourquoi ? Parce que ça relève des us et des coutumes, de manière générale. Donc, au moment où se pose le voile de Creil, la question qu'aurait dû évidemment s'imposer plutôt que la gestion du voile dans telle ou telle école, c'est la politique d'immigration. Vous ne pouvez pas gérer le nombre de manière, juste les conséquences du nombre. Si à Ivry, si partout ça devient un ressort électoral, ça veut dire ce que ça veut dire. Personne n'analyse cette phrase, on dit toujours c'est du ressort électoral. Mais ça veut dire que le nombre décide. En démocratie, le nombre décide, et sur le terrain des mœurs, le nombre décide évidemment. Il est 9h22, et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Mais j'imagine que, puisque nous en avons parlé ce matin, ce sujet sera traité ailleurs. Bah oui, mais c'est sidérant de voir ça à chaque fois. C'est saisissant de voir à quel point les médias détournent le regard pour parler des sujets là, société. En l'espèce, si vous me permettez, combien c'est un important. produit facile. Vous avez RN, voile et mairie communiste. Donc c'est un sujet facile. La Sainte Trinité. La publicité, on revient dans un instant. On va parler de justice à présent, après la disparition de la petite Liana. Les obsèques se sont déroulées hier après-midi. Nos équipes sont toujours sur place pour tendre le micro, donner la parole aux habitants. Et nous reviendrons sur les failles ou faillites judiciaires, mais elles ne sont pas que judiciaires, vous l'avez bien compris, elles sont générales. T'as vu des rayons et des ombres ? Il est quasiment 9h30, vous êtes très nombreux à réagir après notre première discussion et notre débat sur la polémique autour du conseil municipal d'Ivry-sur-Seine. Je salue Christine Kelly qui a tweeté « Il montre une croix, il parle de croix, qu'il l'a transformée en crucifix ». S'interroge Christine Kelly. Et ça pourrait être intéressant d'ailleurs dans cette émission d'essayer de la voir en FaceTime pour avoir sa réaction. Christine Kelly, elle qui arrive souvent, très souvent à avoir justement un peu de hauteur sur ces sujets-là et qui a le courage de parler de tous ces sujets dans son émission Face à l'info. Et c'est aussi pour ça que cette émission
Première chaîne info depuis quasiment 7 ans, je crois, Charlotte Dornelas. Ça fait 7 ans que vous faites cette émission ? Ah bah pas moi, mais Christine, Mais non, mais oui. vous participez à cette émission. Oui, mais depuis pas 7 ans depuis le début. Ah. Mais Christine, Depuis oui. que Charlotte est là, il y a beaucoup de hauteur. Oui, Bien sûr, effectivement. bien sûr. Non, mais depuis qu'elle est là, c'est un peu plus difficile en termes de temps. Ah, je note qu'elle est plus gentille avec Christine qu'avec vous. Hein. Merci Alexandre Devecchio, enfin un ami. Vous avez bien posez-vous les questions. Oui, Hein. non, mais, C'est à vous de vous remettre en cause. Alexandre, vous avez bien fait de rappeler ça, parce que les téléspectateurs m'interpellent souvent en me disant mais Charlotte Dornelas, qu'est-ce qu'elle a contre vous ? Je ne sais pas. S'ils savaient. Je pense que c'est le samedi matin, c'est difficile pour Charlotte. Le dimanche. Et le dimanche, heureusement qu'elle n'est pas là, parce que c'est encore plus dur. Et ça me fait plaisir de vous revoir après toutes ces semaines de vacances. Alexandre. Un peu de sourire, ça ne fait pas de mal, parce qu'on va revenir sur cette actualité qui a bouleversé la France, et on va parler de le drame de la petite Liana. On va rejoindre nos équipes qui sont toujours dans la région et qui tendent le micro à chaque fois aux habitants. J'ai fait cette promesse hier, et je la tiendrai évidemment. Le drame et la disparition de la petite Liana ne doit pas être oublié. C'est-à-dire qu'un drame n'en chasse pas un autre. Et toutes les questions qui doivent se poser autour de la disparition de Liana sont des questions tellement importantes qu'il faudra poursuivre évidemment ces échanges, et ayons une nouvelle fois une pensée pour la petite Liana, pour sa famille, qui a enterré une fillette de 11 ans hier après-midi. Régine Delfour est avec nous, chère Régine, merci. Régine, on est toujours dans une région qui est bouleversée et qui est partagée entre évidemment la tristesse du drame et la colère, Régine Delfour. Oui, bonjour Elliot. Oui, effectivement, il y a eu toute cette émotion, et encore beaucoup plus vive hier, puisque c'était les obsèques de Liana. Il n'y avait pas beaucoup de personnes, près de 400 personnes qui avaient fait le déplacement au cimetière donc, de Florence. Et là, Elliot, en fait, nous sommes à Auch. Et à Auch, en fait, c'est ici, dans ce palais de justice, en fait, cette procureure qui est pointée du doigt, puisqu'elle est accusée de ne pas avoir fait son travail. Et je peux vous dire que les habitants avec lesquels nous avons pu échanger sont très en colère, ils ne comprennent pas ces dysfonctionnements. Comment se fait-il en fait que rien n'était fait pour protéger les enfants de la région, mais aussi évidemment protéger Liana, puisque pour eux ce drame aurait pu être évité. Il y avait beaucoup de monde lundi dernier devant le palais de justice, et les gens avec lesquels nous avons pu échanger nous ont dit que cette colère elle n'allait pas retomber et qu'il ne fallait pas qu'elle retombe. Merci beaucoup Régine Delfour, merci à Timothée Forget qui vous accompagne, et si vous souhaitez tendre le micro à des riverains, n'hésitez pas et signalez-le nous, et on vous reprendra en direct bien sûr dans cette émission. On va écouter quelques habitants justement que vous avez interrogés ce matin. Ce président n'a pas d'enfants, donc il n'a pas d'empathie, je pense. Il n'a pas d'empathie. Nous, on en a des enfants. On le vit comme si c'était nous, quoi, cette histoire. C'est toujours facile quand on a sa position de dire ça. C'est pas lui qui a perdu l'enfant, c'est pas voilà. Donc c'est tout à fait normal quand il y a des défectuosités de la magistrature, de la police, de la gendarmerie. C'est normal que les gens soient révoltés. J'espère surtout que ce drame va servir à ce que la justice fasse vraiment son boulot et qu'on arrête tout ça, quoi. Ça devient invivable et il faut se mettre à la place de la famille. Imaginez aujourd'hui dans quel état ils sont. Et les premières réactions que vous avez pu entendre, c'est après cette déclaration cette semaine qui en a choqué plus d'un d'Emmanuel Macron. On ne répond pas à un drame par des cris. La précipitation et la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur et qui ne sont pas respectueuses. Et nous en parlerons en longueur de cette déclaration du président Emmanuel Macron. Mais vous avez également entendu des Français parler de la justice. Et je me tourne vers vous, Pascal Pierrat, vous êtes eurodéputé RN, ancienne magistrate. Quel regard l'ancienne magistrate porte sur cette disparition et sur cette crise qui est peut-être une crise historique qu'on n'avait pas vécue, du moins sous la Ve République, concernant la justice? Vous avez raison. En fait, je crois qu'il faut essayer de se dire que chacun est touché. Vous savez, moi, avant d'être ancien magistrat, je suis une maman. Hein. Donc, je peux imaginer ce qu'est de perdre un enfant. C'est une douleur absolument indicible. Et je peux imaginer ce qu'est perdre un enfant quand on se dit qu'on aurait pu ne pas le perdre. Voilà, ça c'est absolument terrible. En tant que magistrat, moi je ne fais pas que de corporatisme. Mais je n'exclus pas qu'il y ait des défaillances individuelles. Il y a des inspections qui sont en cours, qui seront menées, je l'espère, en toute indépendance. Néanmoins,
Moi, j'ai exercé ce métier au pénal pendant plus de 20 ans. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie du débat sur les moyens qui sont octroyés à la justice. Ces moyens, on vous dira qu'ils ont été augmentés, mais enfin, on part de si bas que de toute façon, on n'arrive même pas à rattraper la moyenne des pays européens. Dans un pays où la délinquance est absolument exponentielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Elliott Deval, vous n'avez plus un contentieux pénal qui ne soit pas un contentieux de masse. Que ce soit les viols, que ce soit les meurtres, etc. Vous n'avez que des contentieux de masse. Voilà. Et évidemment, la justice étant, comme je le rappelle souvent, une affaire de tuyauterie avec une entrée du tuyau et une sortie, si votre tuyau n'est pas assez calibré, si vous voulez, plus rien ne passe. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est un pays où, de toute façon, d'une manière générale, les services publics s'effondrent. Je pense que maintenant, de tous bords politiques confondus, nous pouvons quand même faire ce constat. Au Rassemblement national, il est fait depuis longtemps. Et en matière judiciaire, c'est pareil. Vous n'avez plus assez d'enquêteurs, vous n'avez évidemment pas assez de magistrats, vous n'avez pas d'experts. Vous savez pourquoi vous n'avez pas d'experts, par exemple? Moi, j'ai été juge d'instruction, je peux vous le dire, des experts que vous commandez et vous avez les rapports 2 ans, 3 ans après. Tout simplement parce qu'ils passent des périodes très longues sans être payés et qui sont payés 3 cacahuètes. Donc vous avez de moins en moins d'experts. Vous avez des parquets dans lesquels, moi je l'ai connu ça aussi, on ne fait même plus appel aux pompes funèbres. On a eu une période comme ça parce qu'on n'avait plus d'argent pour venir chercher les cadavres. Enfin, il faut savoir que l'état des tribunaux est un état absolument lamentable. Alors moi, je veux bien tout entendre des défaillances personnelles. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de défaillances personnelles dans la magistrature. Mais je dis que tant que nous resterons dans le déni de ce constat, nous ne pourrons pas progresser. Et ce n'est pas telle loi ou telle loi. C'est un système entier qu'il faut repenser. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, à mon avis. On va en parler en longueur dans cette émission. Sabrina Berlin-Bouillet. Alors dans cette affaire, il y a aussi des injustices à plusieurs niveaux, j'ai envie de dire. Déjà, la première injustice, c'est la mort de cette fillette de 11 ans. C'est intolérable pour tout le monde. Ensuite, il faut voir que on est en train de dérouler les fils, de voir qu'au niveau même des enquêtes, il y a eu des manquements. Hier, on a appris qu'un organisme, pas n'importe quel organisme, l'organisme américain de référence qui lutte contre la pédocriminalité à l'échelle internationale, avait fait des signalements. Avant la disparition de Liana, avait fait plusieurs signalements à la police française, au service qui est chargé de s'occuper des mineurs. Et donc, où sont passés ces signalements? Comment est-ce possible que ce Jérôme B ait pu continuer à vivre normalement, sans être inquiété, sans avoir fait une seule garde à vue, sans avoir été confronté ni à la justice, ni aux enquêteurs? C'est ça qu'il y a aujourd'hui dans l'état d'esprit de la famille. D'abord le deuil et la douleur, mais aussi de tous ces gens qui se sont réunis. La perte de cet enfant, mais surtout, cette petite Liana aurait dû, si le système avait fonctionné correctement, aurait dû être encore parmi nous aujourd'hui. Georges Fenech. Oui. Vous disiez, Elliott, il n'y a pas eu d'affaires depuis 1958. Vous savez, il y a des noms de communes qui sont restés dans la mémoire collective. Outreau restera dans la mémoire collective. L'Épange. Bruyant-Nartois, qui a changé de nom d'ailleurs. C'est devenu Bruyant-Bussière maintenant, pour évacuer ce mauvais souvenir. Et aujourd'hui, il y a Florence. Florence restera à jamais, qu'on le veuille ou non, même si c'est une région très agréable, le Gers, restera ce deuil marqué à tout jamais. Maintenant, est-ce qu'il y aura un avant ou un après? Moi, je le pense. Je pense que vous disiez, il y a un déni, il y avait un déni. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire « je ne savais pas » que la justice est dans un tel état. Et puis, il va bien falloir, vous l'avez dit aussi, il va bien falloir qu'on mette en place un système de véritable responsabilité des juges. Des juges, mais nous y viendrons. Nous y reviendrons évidemment tel parce quel, que si vous voulez. Le réquisitoire des Français contre la justice, il est accablant. C'est un sondage qui a été proposé dans les colonnes du Figaro. On peut en parler maintenant si vous le souhaitez. Je voulais qu'on le fasse un peu plus tard. Parce que je voulais vraiment revenir sur les propos d'Emmanuel Macron. Mais allons sur le terrain de la justice, puisque vous souhaitez tous en parler. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce que voulaient certains responsables politiques, vous avez une minorité de Français qui appelle à la démission pas du président, mais du ministre de la Justice. Parce qu'ils ont bien conscience que dans cette affaire, le ministre de la Justice
n'a pas forcément une responsabilité directe. Et on a un ministre de la Justice qui est allé présenter ses excuses, qui essaye d'aller au contact justement des Français qui sont sous le choc et qui essaye de faire toute la lumière sur ce drame. En revanche, les Français considèrent que la justice est trop lente, qu'elle n'est pas suffisamment sévère, qu'elle ne fonctionne pas bien et qu'elle n'exécute pas les peines appliquées. Vous voyez le sujet, il est signé Mathilde Ibanez. Mathilde. C'est un sondage Doxa Backbone pour le Figaro qui met en cause la justice, mais aussi le gouvernement. Les Français se montrent très critiques envers le ministre de la Justice. 39% souhaitent voir Gérald Darmanin démissionner contre 59% qui s'y opposent. Alors, selon les Français interrogés, y a-t-il oui ou non des responsabilités dans l'affaire Liana ? Le verdict est sans appel. 89% des sondés estiment que les services de justice locaux portent une responsabilité dans cette affaire. Même constat pour les services de gendarmerie locaux, jugés responsables par 81% des personnes sondées. Du côté du gouvernement, les critiques sont également nombreuses. 74% des sondés estiment que Gérald Darmanin porte une part de responsabilité dans l'affaire Liana. Ils sont 65% à pointer du doigt Laurent Nunez, 64% citent Emmanuel Macron et 59% mettent également en cause Sébastien Lecornu. Mais c'est avant tout la justice qui concentre les reproches. Pour 83% des Français interrogés, elle n'est pas suffisamment sévère. 83% estiment également qu'elle ne fonctionne pas correctement. 86% jugent que les peines prononcées ne sont pas correctement exécutées. Et ce chiffre, 91% considèrent que les délais de justice sont trop longs. Dans le détail de l'affaire Liana, le constat est encore plus sévère. 90% des sondés estiment que la justice a dysfonctionné. Pourquoi ce drame est-il survenu selon eux ? Pour 42%, la justice manque avant tout de moyens. Mais une majorité, 56%, pointe plutôt la responsabilité individuelle d'un ou plusieurs magistrats. Pascal Pierrat, eurodéputé Rassemblement National, ancienne magistrat. Il y a évidemment la question des moyens, qui est une question qui mérite d'être posée parce que vous avez un système judiciaire à bout de souffle. Mais il y a d'autres éléments que les Français ne comprennent pas. Et souvent, vous avez des Français qui vous interpellent en disant « mais la justice, elle est rendue au nom du peuple français ». Absolument. Or, ils ont l'impression que cette pierre angulaire n'existe plus. Elle n'est pas rendue forcément au nom du peuple français quand on voit un décalage entre les peines qui devraient être appliquées ou même les peines prononcées, les peines exécutées. Quand on voit sur les émeutes que sur plus de 500 gardés à vue et 300 policiers et gendarmes blessés, vous n'en avez que 3 qui ont été condamnés à des peines de prison ferme. Et ça, c'est ce décalage-là, ce fossé qui se creuse avec une justice qui est considérée comme laxiste pour une majorité de Français. Alors c'est injuste peut-être de considérer que la justice est laxiste. Moi je dis, je pense que tous ces phénomènes participent à l'absence de confiance, que ce soit justifié ou pas. Pour ma part, j'ai quand même quelques réserves sur certains points. De toute façon, il faut tenir compte de ce sentiment de la population. Pourquoi ? Parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple français et parce qu'elle est financée avec les impôts des Français. Donc ça me paraît tout à fait normal qu'ils attendent un certain nombre de choses. Bon, maintenant je vais prendre un des items que vous avez énoncé, celui de l'exécution des peines. Enfin, vous savez que la question de l'exécution des peines, c'est pas Georges Fenech qui va me démentir, c'est un système extraordinairement compliqué. Alors si vous voulez qu'il y ait tant de pourcents des Français qui estiment que l'exécution des peines n'est pas correcte, enfin, je ne savais pas qu'on avait tant de spécialistes, je vous le dis franchement, parce que en réalité, dans ces matières-là, ce que fait le juge, c'est qu'il applique la loi. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. La question de la sévérité. C'est difficile de porter un jugement global sur la question de la sécurité. On peut porter un jugement sur une espèce, sur une affaire, les conséquences du match, par exemple, etc. Mais c'est difficile parce que, par ailleurs, nous savons que les peines de prison augmentent en nombre et en quantum de temps de prison. La preuve, on n'a pas assez de place. Donc vous voyez bien que chaque item qui est proposé à la réflexion du sondage, par exemple, est un item qui peut se discuter, sur lequel on doit apporter quand même un peu de nuance. Néanmoins, il est évident que quand on a un tel taux d'absence de confiance, écoutez, on est quand même obligé d'en tenir compte et on est obligé de proposer d'autres solutions. Ça, c'est évident. Enfin, les peines ne sont plus appliquées. Mais grâce à qui ? Elles ne sont plus appliquées, les peines. Grâce à qui ? Vous le savez très bien, on a un juge d'application des peines français
qui est tout à fait extraordinaire, qui est là pour défaire ce que les tribunaux... Il n'a pas été créé par des magistrats. Ça, c'est extraordinaire. Il n'a pas été créé par des magistrats. Donc, qui osera un jour dire... Il a été créé par la loi. Il a été créé par la loi. Ce qui est dans la loi n'est pas dans le marbre. On peut le refaire. Les magistrats... Oui, d'accord, mais les magistrats... Je pense qu'il faut réfléchir à cette institution du juge de l'inapplication des peines. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. L'application des peines, une peine est prononcée, elle doit être exécutée. Ça pose un problème sur l'exécution des peines, je suis d'accord avec vous. Hmm. Néanmoins, quand on en est là avec un système qui existe et qui est gravé dans la loi, malgré tout, on ne peut pas faire abstraction de ce système. Oui, mais il y a une application avec un arrière-pensée un peu idéologique quand même. Vous le savez très bien, toutes ces fonctions de juge des enfants, de juge d'application des peines sont occupées par les mêmes. C'est-à-dire ceux qui sont contre la répression et qui considèrent que la prison est criminogène. Donc il faut éviter la prison. Il faut changer la loi. Il y a pas uniquement la loi, pas uniquement les textes, c'est dans la tête qu'il faut changer aussi. Alors ça, c'est une rééducation psychologique. Non, c'est une dépolitisation de la justice, voilà. Oui, mais alors par ça, exemple, c'est intéressant. Vous partagez le constat de Georges qui a cette formule très importante de politisation de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez finalement des magistrats, pas tous bien sûr, il faut là aussi, et vous le rappelez, avoir une certaine nuance, mais une partie des magistrats qui, par dogmatisme, vont prendre certaines décisions. Alors évidemment, d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, ceux-là. Ceux-là, ils le disent, le mur des cons, les prises de position politiques, etc. Ceux-là, nous les connaissons, ils ne s'en cachent pas. Mais qu'est-ce qu'on attend pour y mettre un terme ? Mais la liberté syndicale existe. Il faudrait, à mon avis, revoir la liberté syndicale. Vous savez comment que les syndicats sont nés dans la justice ? Par un arrêt du Conseil d'État. La loi n'a jamais autorisé les syndicats dans la justice. L'affaire Obrégo, 1972, reçoit la concession par civile du syndicat à la magistrature. Et tout à coup, le syndicat est né. Le problème, c'est que c'est des syndicats politisés. C'est un fait prétorien. Et en plus, c'est un syndicat politisé. Mais vous ne pouvez pas évacuer cette question. En tout cas, je ne l'évacue pas. Moi, je fais avec ce qui existe. Voilà. Alors, il est clair que ça existe. Mais vous voyez, dans l'affaire de Liana, à aucun moment il est question de justice politisée. Dans les affaires Lola, dans les affaires philippines, etc., il n'est pas question de politique, de politique dans les justices. Non, là, il est question de justice qui ne fonctionne pas. C'est très différent. Je ne nie pas qu'il puisse y avoir des procès politiques. Enfin, écoutez, j'appartiens à un mouvement dont on cherche à empêcher Marine Le Pen d'être présidente de la République. Donc, si vous voulez, évidemment qu'il y a la justice est utilisée à des fins politiques. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans l'immense majorité des cas, les décisions sont rendues par des gens qui sont assez dévoués à leur fonction, quand même. J'englobe évidemment les fonctionnaires qui sont méprisés par l'administration, qui n'ont pas de quoi acheter un stylo. Voilà. Il n'y a plus de stylos dans les tribunaux, par exemple. Bon, mais ça, c'est des réalités. À un moment donné, si vous ne portez pas un regard de dignité sur cette fonction, qui est une fonction éminente de responsabilité, eh bien, il ne faut pas vous étonner d'avoir un effondrement. Quand vous avez nos ex-collègues, chers collègues, qui viennent nous dire, après les émeutes, par exemple, suite à l'affaire Naël, que ces émeutiers ne sont pas des émeutiers mais des révoltés, qu'est-ce que vous avez à dire ? Mais c'est le syndicat de la magistrature, là. Qu'est-ce que vous avez à dire ? D'abord, mais ça n'épuise pas le sujet. D'abord, moi, j'ai rien à y dire personnellement. Il y a un parquet, il a qu'à faire appel s'il n'est pas content des décisions. Ouais, non, voilà. Alors, la question qui est très importante... C'est comme ça que ça se passe. Mais plusieurs questions se posent les Français qui sont en dehors du réacteur dans lequel vous avez été tous les deux. Première question, c'est de se dire, mais comment se fait-il que la justice et les magistrats soient en quelque sorte irresponsables. L'indépendance, évidemment, de la justice est une boussole, mais l'irresponsabilité est quelque chose de surprenant. Et parfois, les Français considèrent même que c'est injuste. Un médecin qui faute a une responsabilité. Un policier qui faute a une responsabilité. Un magistrat qui faute, certains y voient une forme d'irresponsabilité. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors, factuellement, c'est pas comme ça que ça s'appelle, puisque un magistrat est passible de sanctions disciplinaires qui sont énoncées dans la loi. Et il y a 9 ou 10 sanctions possibles qui vont jusqu'à la révocation. Donc, de facto, il y a une responsabilité qui existe, notamment d'ailleurs pour ce qu'on appelle la conscience professionnelle, qui est un critère qui englobe les négligences, les retards, etc. Et qui est d'ailleurs un critère à l'examen duquel on va regarder quelle est la charge de travail et le fonctionnement du service. Donc, ces choses existent.
Maintenant, si vous me dites qu'il y a très peu de sanctions, je suis d'accord avec vous. Le nombre de sanctions disciplinaires est très pauvre. Bon, alors, voilà. excusez-moi. Pourquoi Je vais vous dire. Parce que la section disciplinaire du CSM est composée en majorité de magistrats, voilà. Oui, mais ce sont les juges qui jugent les juges. Majorité. La corporatisme. La question revient toujours. Est-ce que le politique s'est saisi de son pouvoir, en l'occurrence, notamment de son pouvoir de nomination? Non, il l'a abandonné aux syndicats les plus politisés depuis les années 80. Il n'exerce même plus son pouvoir de nomination et de sanction sur la question du parquet. Et encore il y a 6 mois, le débat était d'aligner l'avis conforme pour la question des sanctions et des nominations du parquet sur le siège. Et tout le monde était d'accord. Alors là, c'est percuté par l'affaire Liana. Honnêtement, si cette affaire peut permettre de comprendre que le fonctionnement découle, d'un problème grave d'organisation et de ressources humaines au sein de la justice, déjà on aura gagné une première chose. Et la deuxième chose, c'est que là, c'est très intéressant, en effet, cette question de l'exécution des peines. Il y a encore quelques mois, je ne vais pas donner la date précise parce que je ne l'ai plus en tête, il y a encore quelques mois, la réforme qui a été faite, c'est d'obliger le juge d'aménager la propre peine qu'il a lui-même prononcée ab initio au tribunal. Mais ce n'est pas les magistrats qui décident ça. Jusqu'à 6 mois, oui, c'est vrai. C'est pas les magistrats. Vous avez raison tous les deux. Mais je ne contredis pas ce qu'elle vient de dire. Les deux problèmes existent. Il y a un problème de moyens, il y a un problème d'abandon, de manque de volonté des politiques, mais il y a un problème idéologique aussi interne à la justice. Et les 3 questions devraient être traitées. Et la question qui se pose aussi, c'est pourquoi les politiques sont terrifiés par les juges. C'est quand même... Cette affaire, Liana, elle met autre chose en avant. On découvre, et les Français découvrent, que le rôle du garde des Sceaux, finalement, il est très limité. Limité, puisque lui se défend en termes de responsabilité en disant qu'il a envoyé 3 circulaires qui mettaient en avant l'importance, la priorité donnée aux enfants victimes. Sauf que ces circulaires, ce ne sont pas des lois. Les procureurs ne sont pas obligés, contraints de suivre ces circulaires. Preuve en est, le parquet d'Auch ne les a pas suivis, ne les a pas appliqués. Il risque quoi? Aucune sanction pénale par rapport à ces circulaires non appliqués. Il risque éventuellement une sanction disciplinaire. Donc il y a aussi ce problème, c'est que le garde des Sceaux n'a pas de pouvoir, il peut donner une direction, mais les procureurs ne sont pas obligés de la suivre. Il ne peut plus prendre de direction individuelle. C'est la loi Taubira d'instruction individuelle. Mais par ailleurs, c'est la loi Taubira de 2013. Et c'est donc c'est pour ça que souvent... comme instruction individuelle. Pardon ? Non, mais j'aimerais bien savoir ce que ça aurait changé là. Une instruction individuelle, en l'occurrence, c'est compliqué. Est-ce qu'un chef peut dire à il aurait connu le dossier. Mais non, mais attendez. Bien sûr que ça change tout, Charlotte, ça change tout. Non, mais je dis pas que ça change rien de manière générale, mais là, en l'occurrence, excusez-moi, le problème, c'est qu'il y a 2 niveaux de lecture dans ce qui nous arrive. Ensuite la pub, mais... Il y a le dossier Liana lui-même. Les enquêtes sont en cours, on ne va pas les clore ce matin à la place des enquêteurs. L'affaire Liana est malheureusement un révélateur d'un système qui ne fonctionne pas. Justement, et c'est ça qui nous intéresse en attendant d'avoir les enquêtes administratives entre les mains. Or, le système en entier, excusez-moi, toute la chaîne d'Emmanuel Macron à Sébastien Lecornu en passant par Gérald Darmanin a immédiatement réagi sur quoi? L'addiction au classement sans suite. Il faut l'expliquer, en effet. Pourquoi est-ce qu'on classe sans suite? Deuxièmement, les 70 000 plaintes. On a le chiffre immédiatement, 70 000 plaintes pour 2000 procureurs. Donc tout le monde sait qu'on est engorgé. Et la troisième chose, c'est les délais d'enquête. Donc tout le monde sait exactement là où il faut travailler. Eh bien nous, on doit travailler à ne pas être en retard. Pardon. Voilà. C'est la première fois que vous présentez vos excuses. Non, mais parce que c'est vrai que j'entendais que vous me demandiez d'arrêter et que je me suis... C'est moi qui pensais que j'allais me faire gronder. Il est 9h53, on revient dans un instant et je veux qu'on revienne aussi sur la déclaration d'Emmanuel Macron qui a profondément choqué les Français. Et on parlera du périscolaire parce que le scandale touche Paris, mais il ne touche pas que Paris, c'est en province également et notamment à Lyon. Sur CNews et on fait le point sur l'information avec Marine Sabourin. Rebonjour chère Marine. Rebonjour Elliot, bonjour à tous. L'armée israélienne annonce des frappes imminentes sur le sud du Liban. Tsahal s'apprête à viser des sites du Hezbollah. La population est appelée à quitter immédiatement 20 localités. Au Moyen-Orient toujours, les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens qui ciblaient des navires dans le détroit d'Ormuz. Le centre de commandement américain précise que le trafic maritime reste fluide. Et puis l'Union européenne reprend lundi les négociations avec l'Ukraine en vue de son adhésion. La Hongrie, hostile, a levé son veto. Pour y parvenir, Kiev doit entre autres adopter et appliquer de très nombreuses règles et normes en vigueur.
Eh bien, merci Marine pour le point sur l'information. On est toujours avec Georges Fenech, Charlotte Dornelas, avec Sabrina Berlin-Bouillet du service police-justice de CNews, Jules Torres et Alexandre Devecchio, Alexandre Jardin qui a pensé au référendum citoyen France, une application sur le référendum, sera notre invité entre 10h et 11h. Et dans quelques instants, nous serons avec un avocat, maître Jean Sagnier, qui travaille sur le périscolaire, notamment les agressions des enfants, parce que ça ne se passe pas qu'à Paris, mais ça se passe également en province. C'est un scandale absolu et nous en parlerons dans quelques instants. Avant cela, je voudrais revenir sur cette déclaration qui a choqué les Français. Emmanuel Macron qui a dit « On ne répond pas par un drame, à un drame par des cris ». Après la disparition de la petite Liana, la précipitation et la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur et qui ne sont pas respectueuses. Alex Luce, vous savez, le comédien, lui a répondu les mots ont un sens, Monsieur le Président. Comment pouvez-vous évoquer et résumer les rassemblements de lundi par ceci sérieusement? Il dit également vous aurez traversé les 2 mandats ponctués de formules pénantes, brutales, publicitaires, provocatrices, orgueilleuse et presque toujours à côté de nous, si rarement avec nous. Quel dommage, définitivement. Ah oui, pour une fois. Pour une fois, très juste, vous dites, Alexandre. Non, parce que parfois, les acteurs, etc., quand ils s'expriment, sont un peu déconnectés. Là, je trouve que c'est assez juste. On parlait de la responsabilité politique dans la crise de la justice. Bon, effectivement, quand on a un président de la République qui ne veut pas voir la réalité et pas changer le système, c'est vrai que il n'y a pas besoin d'incriminer les juges. Emmanuel Macron a eu 2 mandats. Il dit, c'est intéressant, il dit qu'il ne faut pas agir dans la précipitation. Il a eu 10 ans pour agir, Emmanuel Macron. Et puis quand c'est pour réagir au drame de Naël, Naël il réagit dans la journée. Exactement de la même manière dans cette histoire. Hein. Il a commencé lui-même, avant cette déclaration, par distribuer les responsabilités. Et à dire, exactement de la même manière. manière. Entendre parler des moyens. Ouais. Et dans cette affaire. Il dit je ne veux pas entendre parler de moyens dans cette affaire. Oui, enfin bon. Oui, mais avant que l'enquête existe. Avant que l'enquête existe. Donc c'est pareil. À moins qu'il ait les résultats. On retrouve les bonnes habitudes. On a donné assez de retour. Non, mais factuellement, il n'a pas attendu la fin de l'enquête avant de réagir. L'écouter sur cette déclaration d'Emmanuel Macron et qui a été lui aussi profondément choqué par ce discours. On ne répond pas, a-t-il dit, on ne répond pas à un drame avec des cris. Et moi, je lui réponds ceci. C'est dommage que vous ne soyez pas père de famille. Parce qu'une famille, parfois, c'est un drame moral. Un cri. Un cri est nécessaire, un cri est salutaire, un cri, quand il s'agit d'un cri de douleur, un cri d'appel. Un cri d'appel au secours, un cri de souffrance, un cri de détresse, un cri de désespérance. C'est le cri du peuple français. Et qu'un président de la République puisse répondre à ce cri qui vient du tréfonds de l'âme française, avec une formule aussi maladroite. Je me dis, cet homme était fait pour être acteur. Il y a une erreur de casting. Et c'est une formule qui est sidérée, là aussi, qui a rajouté à la sidération, à l'émotion, une colère profonde des Français. Parce qu'Al Pira, je rappelle que vous êtes eurodéputé Rassemblement National et ancienne magistrat. C'est une réaction velléitaire, une réaction de déni aussi du réel. Je voudrais vous rappeler un épisode, moi, qui m'avait beaucoup marqué. Vous vous souvenez que les magistrats de Marseille avaient été amenés à témoigner en commission d'enquête parlementaire. Et dans le cadre de cette commission, ils avaient été amenés à dire qu'ils n'y arrivaient plus, qu'ils n'avaient plus de moyens, qu'il n'y avait plus rien. Voilà. Et qu'on courait à la catastrophe si on n'y était pas déjà. Vous vous souvenez de la première réaction d'Éric Dupond-Moretti? Ça a été d'aller à Marseille et de les tancer pour avoir témoigné devant une commission d'enquête parlementaire. Voilà. Et bien, ça participe de la même mécanique. On est dans le déni du réel, on est dans la volonté de réjanter aussi les émotions du prochain, tout simplement. Philippe de Villiers a raison. Ce cri, c'est le cri de douleur et c'est le cri de colère. À quel titre quelqu'un peut-il l'interdire ? Jules Torres. J'ai envie de dire, c'est même plus qu'une phrase maladroite. Emmanuel Macron, on parlait tout à l'heure de notre ami communiste d'Ivry-sur-Seine. Quand il parle de crime politique, bon, il le dit comme ça dans un conseil municipal. Ok, ça peut être maladroit. Là, c'est une phrase prononcée en Conseil des ministres par Emmanuel Macron
qu'il fait dire à la porte-parole du gouvernement Maud Brejon. Donc c'est écrit sur un papier. Donc c'est encore pire, c'est-à-dire que quand on l'entend, déjà ça nous choque, mais quand on la lit et quand on la relit, cette phrase, elle n'a pas sa place dans la bouche du président de la République. Donc la seule explication... Mais c'est pas une sortie hors contexte. C'est pas une sortie hasardeuse, c'est pas une sortie maladroite, c'est extrêmement précis. C'est la même chose que le brainwashing il y a quelques mois. Emmanuel Macron l'avait dit dans la presse, et quand il y a un entretien dans la presse, et on sait ce que c'est, c'est relu, c'est 4 fois relu par tous les conseillers, par tout ça. Donc là, il y a une véritable volonté politique de dire cela. Donc il y a 2 choses. D'abord, je pense qu'Emmanuel Macron, il est incapable d'avoir de l'humanité à l'égard de ce genre de choses. Parce qu'on dit il n'a pas eu d'enfant, donc il n'a pas d'humanité. Moi, il n'a pas eu d'humanité quand Lola est décédée. Il n'a pas eu d'humanité quand Éric Comines a été tué et quand Harmonie Comines, le 14 juillet, s'est présenté devant le président de la République. Il a fait mine de voir, et en tout cas de montrer qu'il ne connaissait pas cette dame et qu'il ne connaissait pas son histoire. Pardonnez-moi, quand on est président de la République, une affaire qui a ému autant de Français, on est censé la connaître. Et puis la deuxième chose, c'est qu'Emmanuel Macron, depuis 2017, il est coutumier des phrases indécentes, des phrases méprisantes. La plupart du temps, en plus, il le fait à l'étranger. Souvenez-vous des Gaulois réfractaires, souvenez-vous de Je ne céderai rien aux fanatiques et aux fainéants et aux cyniques. Souvenez-vous de la phrase sur le brainwashing. Enfin, je pourrais vous faire une émission entière sur les phrases indécentes d'Emmanuel Macron. Je pense que tout ça est voulu. La question, c'est pourquoi ? Georges Fenech. Cette réponse du président de la République, moi, je la ressens comme un coup de poignard dans le cœur des victimes et de la maman et du papa. Et pour moi, c'est du même ordre que lorsqu'on a épinglé, poignardé au mur des cons, les parents de filles qui avaient été assassinées et violées. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous n'avez pas le droit de contester. Et si vous le faites, voyez ce qu'on pense de vous, on vous épingle. Ce cri du cette réponse du président de la République, elle est aussi cruelle que l'était ce mur des cons. Dans quelques semaines, nous allons commémorer les 10 ans de l'attentat de Nice. Et j'ai pu m'entretenir avec des rescapés. Et certains d'entre eux, dont le principal, qui est surnommé parfois le héros au scooter, qui s'est jeté sous les roues du scooter et qui a essayé d'appréhender le terroriste, m'a dit ce que je retiens, si je dois retenir une chose, ce sont les cris. Et moi, en tant que journaliste, il y a 10 ans, j'étais amené à couvrir cet attentat dans des conditions exceptionnelles au sens propre. C'est-à-dire que je n'étais absolument pas habilité à couvrir cet attentat normalement. Les cris que j'ai pu entendre au matin de l'attentat, c'est-à-dire des familles qui arrivaient, qui hurlaient à la mort, qui hurlaient leur détresse, c'est des cris qui vous habitent tous les jours, qui vous aussi vous donnent une certaine volonté à traiter ces sujets-là, parce que vous n'oubliez pas ces cris-là. Les hommes politiques qui se mobilisent et qui viennent récupérer au sens noble du terme et non instrumentaliser un drame, et qui récupèrent une affaire en disant on va tout faire pour que ce drame n'arrive plus, ils pensent également aux cris de douleur de la famille. Et ce qui est frappant dans cette déclaration, c'est la déconnexion complète du président de la République, Sabrina. C'est des cris de douleur, ce sont des cris de douleur, mais aussi des cris d'alerte. Et c'est aussi comme ça qu'il faut le prendre. Ces victimes, on parle des parents de Liana, mais moi je pense à la maman de Rosa, qui est, elle, dans un combat, parce que sa fille, Dieu merci, n'est pas morte, mais elle est traumatisée et mutilée à vie, et que maintenant elle va avoir un combat judiciaire. Mais c'est cette maman, quand on entend la maman de Rosa, qui a tellement crié pour qu'on entende, pour dénoncer le fait que sa fille est toujours dans cette enquête qui n'en finit plus, que l'homme qui est vraiment le mis en cause, identifié, n'a pas été entendu. Ce cri-là, il faut l'entendre, ce cri d'alerte, parce qu'il est salutaire, parce que ça veut dire que quelque chose peut changer à l'issue de ce cri. Si vous n'entendez pas le cri, qu'est-ce qui va changer ? Ce que dit le président de la République, là, c'est que finalement, il n'y aura pas d'après. On n'entend pas, on se tait. Et c'est pour ça que la présidentielle, parce que souvent on dit la présidentielle, c'est demain. Il reste encore quasiment 10 mois. C'est long, 10 mois. Ça devient de plus en plus long. C'est un sacerdoce pour un bon nombre de Français qui ont coupé tout contact, d'ailleurs, avec charnel, avec le président de la République, Charlotte Dornelas. La politique. Non, mais vous avez tout dit sur la première partie de la phrase, et il y a une deuxième partie à cette phrase qui on ne répond pas c'est la précipitation et la démagogie. Sur la précipitation et la démagogie.
Honnêtement, la première, c'est un poignard dans le cœur et la deuxième, c'est un poignard dans le cerveau, en fait. La deuxième partie de cette phrase. Parce que, en effet, la première, les cris, on entend ceux de la mère et les nôtres n'en sont qu'un prolongement, en fait, cette semaine. Et les deuxièmes, la précipitation et la démagogie. Si on prend les déclarations d'Emmanuel Macron lui-même, depuis la première campagne présidentielle jusque récemment, l'intégralité de ce qui est aujourd'hui le cri de la chaîne pénale elle-même, il en a parlé à un moment. Donc il n'y a aucune précipitation en l'occurrence, il n'y a aucune démagogie, il y a le côté, cette goutte d'eau qui fait déborder le vase d'une colère qui pourrait se transformer en révolte. Donc il est temps et il est plus que temps d'agir. Tout est identifié. Le véritable problème, c'est que tout à l'heure, on a eu un débat sur la justice, les magistrats, le politique, etc. Aujourd'hui, nous avons un passage de la justice, je ne parle pas de l'institution. Est-ce que la justice est rendue correctement ? 100% des acteurs disent non. C'est bien simple. Les Français sont en colère. Les magistrats expliquent qu'il y a un manque de moyens et de vision. Les avocats vous expliquent, et on l'a entendu encore toute cette semaine, qu'ils accompagnent des gens qui ne comprennent pas l'institution judiciaire et la manière dont elle fonctionne. Les associations, les psys, les experts, il n'y a pas une personne qui vous dit que ça fonctionne correctement. Or, Emmanuel Macron, il a commencé sa fameuse campagne, sa fameuse phrase, pardon, les 15 000 places de prison. Il y a 3 semaines, on a eu une circulaire du garde des Sceaux demandant au procureur d'étudier toutes les libérations anticipées et conditionnelles possibles pour désengorger les prisons. Oui. Ça n'a pas été fait, mais ça compte dans une réponse judiciaire, ça compte beaucoup les places de prison possibles. Parce que vous faites de la gestion de flux. Exactement, donc de la régulation carcérale, donc il ne faut pas en effet s'étonner quand vous demandez les injonctions contradictoires, c'est compliqué. La deuxième chose, Emmanuel Macron avait dit à Éric Dupond-Moretti à l'époque, je vous donne 1 an pour proposer une simplification de la procédure pénale. 1 an qui s'est terminé par une réforme imposée par l'Union européenne et adoptée par la France de la garde à vue, qui complique encore considérablement la garde à vue et qui transforme encore le peu de temps d'enquête qui reste en de la paperasse pour les enquêteurs. Enquêteurs qui ne sont déjà pas assez nombreux et qui, par ailleurs, doivent appeler le procureur à chaque fois qu'ils font un acte d'enquête. Oui. Mais tout ça compte. Emmanuel Macron a parlé de tout ça. Donc il sait comment réagir. Il y a zéro précipitation, en fait. Et ce cri, c'est un cri de douleur, mais c'est également un cri de colère face aux promesses non tenues. Vous avez parlé des 15 000 places de prison qui ne sont jamais arrivées. Le débat d'entre-deux tours avec Marine Le Pen face à Marine Le Pen, les 40 dernières secondes, Emmanuel Macron fait cette promesse. Il dit que la protection des enfants et le bien-être des enfants, ce sera sa pierre angulaire pour le second quinquennat. Lorsqu'il est élu et qu'il arrive sur le champ de Mars, il est entouré d'enfants. Donc, vous voyez, c'est ces symboles-là qui marque en disant vous avez en fait failli dans les promesses que vous avez faites, qui vous ont permis peut-être aussi d'être réélu, monsieur le président. Je voudrais qu'on poursuive notre discussion autour du périscolaire. Là aussi, parce que la faillite, on parle beaucoup de la justice, la faillite, elle est aussi politique, elle est aussi médiatique. Pendant des années, le drame du périscolaire n'a absolument pas été traité, ce scandale-là. Et pourtant, vous aviez des cris d'associations, de familles, de victimes. Ces cris-là n'ont pas été entendus par les mairies, mais également par les médias. Et tout est en train d'exploser. On a beaucoup parlé du périscolaire à Paris. Il s'avère que le périscolaire et les scandales sexuels touchent également la province. Le parquet de Lyon a annoncé avoir reçu 3 plaintes pour des faits qui auraient été commis par un animateur du centre de loisirs de Charlie, commune de la métropole lyonnaise. Une enquête a été ouverte pour viol commis sur un mineur par personne ayant autorité sur la victime et agression sexuelle sur un mineur de 15 ans. Le père de l'une des victimes témoigne au micro de CNews. Le reportage, il est signé Olivier Madinier et le commentaire est signé François Tiskevitch. L'affaire éclate en avril dernier, lorsqu'une petite fille de 7 ans se confie à ses parents sur des abus sexuels qu'elle aurait subis avec sa meilleure amie de la part d'un animateur de ce centre de loisirs. Son frère fait du vélo, elle est seule avec sa mère. Et là, elle décide de dire qu'elle s'est enfermée avec sa meilleure amie. Et elle dit « Maman, je me suis déjà enfermée dans les toilettes avec ma meilleure amie et ce fameux encadrant. Et ça puait le zizi, maman. » C'est tout ce qu'elle a dit. Les parents des 2 enfants portent plainte, mais le mis en cause, un fonctionnaire âgé d'une 30aine d'années, nie les faits,
Entendu fin avril lors d'une garde à vue de 36 heures, il a été remis en liberté. On n'arrête pas de nous parler de présomption d'innocence. C'est un mot qui est inentendable pour des familles victimes de pédocriminalité. C'est un terme qui doit sortir du vocabulaire juridique, en tout cas pour ces affaires-là. Il faut qu'il y ait un changement profond, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas à des enfants de 3 ans et demi, de 6 ans et de 7 ans de prouver la culpabilité de quelqu'un. Les simples paroles d'enfants devraient être une preuve. Une troisième plainte a été déposée ce lundi par les parents d'une petite fille âgée de 3 ans. De nouveau entendu ce jeudi, le suspect a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur 3 mineurs et placé sous contrôle judiciaire. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête. Nous sommes en direct avec Maître Jean Sagnier. Vous êtes avocat, responsable de l'association Innocence en danger. Les téléspectateurs de CNews, qui sont des spectateurs réguliers, vous ont découvert en début de semaine, puisque vous étiez l'invité de Romain Desarbes. Nous avons tous les deux eu la chance d'échanger sur Europe 1 entre 11h et 13h le week-end dernier. Et vous m'aviez dit, vous aviez eu cette formule choc, la justice est morte. Revenons sur la situation du périscolaire, où il faut désormais que les médias s'emparent du sujet pour que la justice accélère, si je comprends bien, maître. Oui, bonjour. Je suis dans ce dossier l'avocat des 3 familles. Je voudrais repréciser le contexte. Nous sommes le 17 avril et ce père de famille va se présenter à la brigade territoriale de gendarmerie d'une petite commune qui s'appelle Irigny, à côté de Lyon. Et ce qu'il décrit est glaçant. Il décrit un animateur de ce centre de loisirs, mais également du périscolaire, qui va s'enfermer dans les toilettes handicapées parce que c'est plus grand, avec 2 enfants. Et il va se livrer à des actes de scatophilie. Il va demander à ses petites filles de 7 ans de déféquer devant lui. Il va leur demander si le caca de l'un a une odeur différente de celui de l'autre. Et puis, dans les jeux, il va également se mettre sous elle en leur demandant de se faire uriner dessus. Donc ces petites vont décrire des scènes qui sont absolument intolérables, absolument inimaginables. Elles vont le décrire avec leurs mots d'enfant et il va y avoir dans le procès-verbal cette petite phrase « Il est toc-toc celui-là, il est toc-toc celui-là ». Voilà ce que disent les petites filles. Lorsque cet individu est mis en garde à vue, on n'imagine pas ce qu'il va se passer par la suite, c'est-à-dire qu'à la sortie de la garde à vue, il va sortir. Il va sortir de sa garde à vue et il va continuer à utiliser son site internet de recherche de babysitting. Il a un site qui est très bien fait, où il vend ses 7 années d'expérience dans le babysitting, où il se barde de certaines qualifications qu'il n'a probablement pas. Et puis les semaines passent et il va falloir que la presse, que le 4e pouvoir agisse pour qu'il se passe quelque chose. C'est absolument incroyable. Il va falloir que le quotidien régional, le Progrès de Lyon, sorte un article pour que d'autres mères se réagissent. Et il y a une maman qui va dire, eh bien écoutez, ma petite fille de 3 ans a aussi été agressée par cet homme. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Il y a d'abord ces 2 petites filles qui vont déjà décrire à leurs parents, parce que la brigade territoriale de gendarmerie, qui n'est peut-être pas spécialisée pour ce genre de choses, ne l'a pas interrogée à ce sujet. Nous avons, toutes les 2, nous, ces 2 petites filles de 7 ans, surveillé cet animateur parce qu'il allait s'enfermer dans les toilettes avec les petites 3 ans, dont il n'avait d'ailleurs pas la charge, parce qu'il était affecté au groupe des grands. Et ces petites vont se mettre devant la porte des toilettes. Donc on peut se demander ce que font les autres animateurs à ce moment-là, et on peut se demander également comment le maire de cette petite commune qui tente de faire de la récupération s'inquiétait de la façon dont le périscolaire et dont le centre de loisirs était géré. Donc ces 2 petites filles sont devant les toilettes, et elles se montrent lorsque l'animateur sort avec cette petite de 3 ans complètement hébétée, et cet animateur, dans une toute-puissance assurée, va leur caresser les fesses et va rejoindre son groupe. Il faut que la presse édite ce type d'infraction pour que des mamans se manifestent. Et là, il se passe quoi? Rien. Mais absolument rien. Il faut que le journal local, FR3 qu'on appelle maintenant ici, dénonce cette chose pour que le lendemain, et seulement le lendemain, il soit interpellé, à nouveau mis en garde à vue, la garde à vue va se poursuivre,
et puis encore une fois, remis en liberté parce que la présomption d'innocence de la personne mise en cause est beaucoup plus importante que l'innocence de ses enfants. Maître, c'est très important. Les détails que vous donnez ce matin sont difficilement supportables, bien évidemment. Mais il paraît essentiel aussi de vous donner la parole, même si c'est, je le répète, insupportable à entendre. Ce qu'ont subi ces jeunes enfants, ces petites. La question que je me pose, et je crois que vous y aviez répondu, c'est-à-dire que cet individu, qui reste présumé innocent, c'est la formule consacrée, n'est pas en détention provisoire aujourd'hui. Absolument pas. Il est libre de ses mouvements. Sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire. Ah bah c'est quand même la moindre des choses, oui. J'entends, mais ça veut dire qu'il n'est pas derrière les barreaux pour l'instant. Non, parce que finalement, il est simplement soupçonné de plusieurs viols. Il est simplement soupçonné d'actes de scatophilie avec des enfants de 7 ans. Il est simplement soupçonné d'avoir commis des actes sur un enfant de 3 ans, sur lequel il y a 2 témoins qui n'ont pas été entendus d'ailleurs, qui ont constaté qu'il s'enferme dans les toilettes. Donc il est simplement soupçonné de cela. Vous savez, l'innocence, elle bénéficie surtout à cet individu. L'innocence de ces 3 enfants, elle pèse peu dans la balance. Et j'imagine le traumatisme, enfin je n'ose imaginer le traumatisme pour les familles. Et c'est pour ça que je voulais vous avoir impérativement dans cette émission ce matin. Et une nouvelle fois, il faut que cette parole soit entendue. Dans les détails du dossier, peut-être que vous aviez des précisions à apporter, Sabrina, sur le suspect. Sur le suspect, donc en effet, il a été placé sous contrôle judiciaire. D'après la presse régionale, il aurait quitté la région le temps de l'enquête. Ça veut dire que son contrôle judiciaire lui permet, si c'est le cas. Ce qui est intéressant, c'est de voir, vous voyez, le courage de ces petites filles. Ces 2 petites filles de 6 et 7 ans, elles ont eu le courage de raconter à leurs parents l'atrocité avec leurs mots de ce qu'elles ont subi. Et les parents ont eu ce courage de réagir, de porter plainte, de les entendre, leurs enfants. Parce que c'est ça, la parole des enfants doit être entendue, et déjà en priorité par leurs parents. Donc eux, ils ont fait le boulot. Ils sont allés porter plainte. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont eu cet élan de courage, et elles ont même regarder, observer, enquêter pour voir ce qui arrivait avec les plus petites d'entre elles, la petite de 3 ans, qui elle aussi maintenant fait l'objet... il y a eu un dépôt de plainte parce qu'elle aurait été également victime. Bon, on se demande comment c'est possible que tout le travail ait été fait par la famille, par ces petites filles, et pas par... et lorsque les médias s'emparent du sujet et traitent du sujet, paradoxalement, très rapidement, ça bouge. Alors, je veux bien qu'il y ait évidemment un problème de moyens, Pascal Pierrat, dans la justice. Mais là, ça n'est pas que un problème de moyens. Bien sûr. C'est-à-dire qu'heureusement qu'il y a des avocats là aussi courageux qui prennent la parole, Bien comme entendu, Jean vous Sagnier. savez, la justice, Elliott Deval, c'est un ensemble. Les avocats sont des auxiliaires de justice. Ils sont là aussi pour étayer, pour orienter, etc. Bon, moi, ce que je voudrais dire au sujet de cette affaire atroce, c'est que d'abord, nous ne sommes pas au bout de nos découvertes, malheureusement, en matière de périscolaire, puisque nous savons que les pédophiles vont au contact des enfants et très souvent investissent les métiers par lesquels ils sont les plus proches des enfants. Bon, ce qui est un drame, alors là, plutôt systémique, c'est la capacité que les autorités ont à laisser travailler ces gens sans vérification. Ah oui. Georges, un mot. En un mot, s'il vous plaît, avant la publicité. Juste une petite réflexion. Il faut arrêter avec la présomption d'innocence. Moi, je veux qu'on parle de présomption de culpabilité. Comme avant, quoi. Je n'ai jamais mis en examen, pendant 10 ans j'étais à instruction, quelqu'un que je présumais innocent, mais bien quelqu'un que je présumais coupable. Parce que la mise en examen, c'est la notification d'indices graves et concordants d'avoir commis les faits. Cette présomption d'innocence, c'est une fiction juridique. Oui, mais ça faut pas en tirer plus de conséquences. La publicité, on va remercier Maître Jean Sagnier d'avoir réagi en direct chez nous dans l'heure des pros. Vous n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole, à nous solliciter. S'il y a des avancées dans ce dossier, bien sûr. Et si vous avez d'autres signalements à effectuer, vous serez toujours le bienvenu sur ce plateau. Il est 10h24 sur CNews. Petite pause. Je vais remercier Pascal Pierrat d'être venu nous voir. Eurodéputé Rassemblement National, ancien magistrat. Et c'est Alexandre Jardin qui va vous succéder. Alexandre Jardin qui veut mettre en place les référendums citoyens. Donner la parole au peuple. Un peuple qui n'est plus entendu. On en parlera dans la dernière partie de l'heure des pros. À tout de suite.